allez prendre place. Installez-vous, je vous en prie les uns les autres. Professeur Bouvard, vous étiez déjà parmi nous en 2010, en effet avec une assemblée qui était déjà dense, hein, on le rappelle. Comment vous interprétez, je vais rebondir sur ce qui a été dit là tout à l'heure dans les propos introductifs, le fait qu'en effet, ce colloque rassemble de plus en plus de monde. On peut le voir en effet de deux façons. Ça peut être peut-être ma première question avant de parler du diagnostic, qui va évidemment nous servir de fil rouge hein, dans cette table ronde. Comment vous interprétez cette mobilisation, cet intérêt, cette présence aujourd'hui? Alors d'abord, je voudrais saluer Christian Foutou et Otis Beaubert. Je pensais en venant ici qu'il y a 30 ans, c'était quelques médecins qui faisaient des réunions et les parents en étaient complètement exclus. Aujourd'hui, c'est les associations qui représentent les personnes avec autisme qui nous invitent, et je trouve que c'est une très belle chose, qui montre aussi une évolution aujourd'hui de nos pratiques et du lien qui existe entre professionnels et entre professionnels, entre parents. J'ai trouvé que dans les interventions de ce matin, il y a quelque chose qui est aussi important et qu'il faudra rappeler. Je vais venir à votre question, rassurez-vous, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, l'autisme est aussi une question politique au sens où aujourd'hui, les personnes avec autisme ont droit à la cité, au sens où les Grecs le pensaient, c'est-à-dire aux choses de la ville, aux choses de la communauté, et que c'est plus une affaire d'institution, c'est plus une affaire ni de psychiatrie, je le dis aussi aux représentants de l'Agence régionale de santé, c'est plus une affaire de psychiatrie médico-sociale ou sociale, c'est une affaire de comment aujourd'hui nous devons travailler tous ensemble pour remettre les personnes avec autisme dans la cité. La vie d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, c'est pas dans une institution. La vie d'un enfant, c'est dans sa famille. Et c'est comme ça qu'on doit penser les choses, et c'est comme ça qu'on doit réfléchir comment nous, professionnels, comment nos agences de l'État, et comment les collectivités territoriales, les mairies, vont pouvoir s'engager aujourd'hui, demain, dans quelque chose qui va d'accompagner, d'établir des modalités d'accompagnement pour ces personnes. Alors, pourquoi? Parce que je crois que d'abord, il y a une réalité d'un changement culturel important, ça a été évoqué, pourquoi il y a aujourd'hui autant de monde. J'étais à Oloron, j'étais à Pau, je suis aujourd'hui à Pau et vraiment je m'en réjouis, c'est un honneur pour moi. Et effectivement, il y a de plus en plus de monde, et de plus en plus de gens formés, de gens qui s'impliquent, de gens qui vont aujourd'hui comprendre que la représentation de l'autisme a changé. La représentation a énormément changé, je crois que c'est un enjeu très important. Alors, je voudrais aussi dire qu'il y a encore plus, malheureusement, de personnes avec autisme en difficulté que de professionnels. Quand on arrivera à l'équilibre et qu'il y aura plus de professionnels que de personnes avec autisme, on aura déjà fait quelque chose d'important, mais il y a encore plus. Il faut aussi s'en souvenir. C'est important aussi parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui de formation, ça a été évoqué par la représentante de l'Agence régionale de santé. Je suis en tant qu'universitaire, je ne sais pas si M. le maire adjoint est encore là, mais de rappeler que dans les études initiales de médecine, 1 heure est consacrée aujourd'hui à la formation des médecins. Si on regarde la formation dans les ITS, les IRTS, quelques heures sont données pour des gens qui vont devenir des professionnels. Si on regarde les formations aujourd'hui dans les instituts, dans les universités, les UFR de psychologie, et qu'on regarde aujourd'hui le niveau qualitatif et quantitatif, je pense que ma collègue Annie Projet pourra peut-être en dire un mot, puisqu'elle connaît bien ce combat-là est encore trop faible, c'est vrai pour l'orthophonie, où il y a encore maintenant des choses, mais il y a un vrai débat aujourd'hui, un vrai enjeu de la formation initiale pour beaucoup de gens. Donc je crois qu'il y a plus de monde, plus de personnes engagées. Je crois quand même qu'il faut garder cette notion de dynamique, d'espoir, et qui donne, je crois, espoir. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire, qui doit nous rappeler que les personnes avec autisme l'étaient hier, elles le seront ce soir, elles le seront demain, que l'autisme est une affaire de lutte, au sens guerrier du terme, et de se rappeler qu'il ne faut pas baisser les bras, mais il ne faut pas baisser et arrêter nos efforts, et que tout ce qui a été dit ce matin ne doit pas rester sans lendemain, hein, que demain, ils seront encore avec un autisme, il faudra encore travailler avec eux et pour eux. Alors on va parler ce matin dans la partie diagnostic de ce qu'est le diagnostic précoce, à quel âge, qui peut le faire, quels enjeux, hein, vous allez les uns les autres apporter des éléments de réponse, je l'espère, à ces questions-là. Manuel Bouvard, si on revient sur les signes caractéristiques de l'autisme, sur le dépistage de façon large,
comment aujourd'hui vous pourriez, de façon très claire finalement, nous aiguiller sur là où nous en sommes dans ce dépistage, dans ce regard de ces fameux signes, quels sont les outils que nous avons, de quelle façon peut-on travailler? On va essayer d'être bref, je ne veux pas monopoliser cette parole, je crois que mes collègues aussi auront envie d'intervenir, bien sûr, sur cette question-là. Il y a une évolution qui, je trouve, est récente, une évolution qui est forte, c'est de rappeler que s'il y a des choses qui sont communes, on va dire un noyau dur à l'autisme, et qu'on va essayer d'identifier très tôt, caractérisé par ces difficultés majeures dans ce qu'on appelle la communication sociale, c'est notre capacité à rentrer en contact avec ce qui est humain autour de nous et avec, voilà, avec un contexte humain et à décrypter, à décoder le langage humain qui n'est pas seulement que le langage verbal, mais aussi le langage non verbal et qu'on va essayer de repérer extrêmement tôt dans le développement. Et c'est tout le sens du dépistage. Il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est la diversité. On s'est rendu compte que de l'autisme de Kenner, décrit là en 1943, à aujourd'hui les troubles du spectre de l'autisme, et je trouve que ce concept est un concept intéressant, qui montre qu'il y a vraiment une décomposition de ce qu'est l'autisme en des dimensions extrêmement différentes qui permettent de définir des profils individualisés, qu'il y a des personnes avec autisme qui parlent, qu'il y a des personnes avec autisme qui ont un développement cognitif normal, qu'il y a des personnes avec autisme qui ont au contraire des difficultés dans le domaine de la communication verbale ou d'autres, et que cette diversité-là constitue ces troubles du spectre, et qu'un des enjeux va être non seulement des repérer tôt, mais un des enjeux va être aussi tout au long de leur vie. Il ne faudra pas oublier les adolescents et les adultes dans ces questions-là. Parce qu'il y a l'école, et je suis tout à fait en lien et en accord avec ce que nous a dit M. Bayrou, et je sais qu'avec M. Vidier et M. Bayrou, nous avons travaillé depuis longtemps ici sur cette question de l'inclusion scolaire. Les enjeux, c'est aussi l'insertion professionnelle, c'est aussi de penser les adultes et les adolescents, que dans ces questions-là, l'enjeu du bilan, d'évaluer les compétences, de permettre à un enfant qui rentre dans le cadre de troubles du spectre de l'autisme, d'avoir un bilan qui va déterminer ses compétences et permettre, ce qui me semble un maître mot aujourd'hui, un projet personnalisé d'intervention, ce qu'on appelle le PI, qui va lui permettre de le suivre tout au long de la vie, est un enjeu important et qui va aller jusqu'à la génétique. On a des outils. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent ce diagnostic, qui nous permettent ce repérage. Il y a besoin encore de les affiner pour aller le plus tôt possible. Il y a des outils qui peuvent être aussi développés, peut-être qu'on en manque pour les repérer dans leur révolution aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas pourquoi certains enfants vont évoluer plutôt de façon favorable ou plutôt de façon moins favorable, on va dire, sachant que tous vont évoluer, quel que soit leur niveau de départ. Ça, on ne le sait pas. La recherche a encore beaucoup aujourd'hui de choses à faire. C'est tout l'enjeu, et ça a été dit, que la recherche ne soit pas seulement à côté, mais soit bien dans le même attelage aujourd'hui autour de l'autisme, avec la formation et avec, bien sûr, les professionnels et les parents. Chedel Massé, vous interviendrez tout à l'heure en fin de matinée d'une façon plus détaillée et plus illustrée. Vous venez de Limoges, je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin responsable du centre expert autisme, ce qui est du premier en France, c'est de santé à financer la création d'un centre autisme rattaché au pôle neurosciences du CHU de Limoges. Alors, il y a déjà une année, un petit peu plus d'ailleurs, je crois, de recul, de retour. Il y a une année environ, une centaine d'enfants de 18 mois à 6 ans ont pu bénéficier d'un diagnostic. Alors, j'aimerais que vous nous apportiez un premier regard pour cette partie diagnostic. Qu'est-ce que ce qui vient d'être dit, et par rapport à votre expérience, évoque pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les experts du département qui en prend la parole dans quelques instants? D'abord, je vais profiter pour faire, avec ce qui me reste de voix aussi, je pense que nous sommes tous un peu comme ça aujourd'hui. un petit correctif. Je ne suis plus responsable du service Centre Expert Autisme. J'en ai été le préfigurateur, oui, le constructeur, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai laissé les clés du service au docteur Éric Lemonnier, qui est venu nous rejoindre dans cette aventure. Il n'est pas venu nous rejoindre ici parce qu'il avait déjà des engagements, mais il est présent par la pensée et il tient à le dire. Et bien, vous faites bien de le corriger. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, je vais vous dire tout de suite que je ne vais pas beaucoup prendre la parole. Je suis là un peu à titre symbolique. C'est pour ça que je commence le tour de table par vous. Voilà, sur cette table ronde, dans cette table ronde, puisque tout à l'heure, je parlerai de l'évolution du centre expert autisme.
Bien sûr. Et cela dit, juste un mot sur mine de rien, ce que vous avez commencé à observer et la façon dont finalement le travail s'est mis en place chez vous à Limoges. Alors, ce que je veux observer, pour ne pas être redondante avec ce que je disais tout à l'heure, je veux dire quelque chose qui n'est pas prévu. Je me rends compte que le Limousin, d'abord, c'est 3 départements. La Haute-Vienne, avec 55% de la population du Limousin, et puis la Creuse avec 15%, et la Corrèze avec le reste. Voilà. Et alors, on se rend compte de l'importance de la sensibilisation, de la formation et du dépistage. Selon qu'on a fait une sensibilisation intense en termes de sensibilisation, de dépistage, ou selon qu'on n'a pas encore le temps de faire, on a un taux de prévalence qui est totalement différent. Voilà. Donc, en Haute-Vienne, on a eu le temps de faire une sensibilisation auprès des médecins généralistes, auprès des puéricultrices, des aides-puéricultrices dans toutes les crèches. On a eu le temps de faire une sensibilisation dans les CAPS, PMI, auprès des médecins scolaires, etc., etc. Et le taux de prévalence en Haute-Vienne est bien plus important que le taux de prévalence, bien sûr avec plein de guillemets, dans les 2 autres départements. Voilà, et je voulais vraiment insister là-dessus. C'est un élément déterminant. Absolument, c'est ce point de témoignage qu'on attendait là pour finalement lancer les propos. Alors, à quel âge, qui peut le faire, quels enjeux, c'est finalement des questions que l'on se pose, lorsqu'on évoque la partie diagnostic. Il n'y a pas de protocolaire, en plus on ne s'est pas vu. On prépare vraiment la table ronde et on s'est dit que ce matin, on était dans une parole tout à fait libre. Alors, je vais peut-être demander, sur le dit, au docteur Lafitte de bien vouloir commencer à apporter ses premiers éléments de réflexion, ses premiers éléments d'échange. Et ensuite, il y a toute l'équipe Diagnostic Autisme de Proximité 64 qui pourra prendre la parole. Je vous en prie. Oui, d'ailleurs, je pense que je vais leur laisser la parole sur les signes précoces et le dépistage, hein, puisque moi, je suis là aujourd'hui avec une triple casquette, j'ai envie de dire. Je souhaite être la porte-parole des adultes avec autisme, vraiment. La porte-parole aussi d'une institution psychiatrique, puisque c'est mon travail. Je suis psychiatre pour adultes, donc c'est pour ça que je laisserai la parole aussi aux pédopsychiatres sur la suite précoce de la détection et de la partie enfant. Mais je crois qu'il faut continuer à dire, hein, même si beaucoup de choses changent dans le domaine, et heureusement, hein, avec la lutte notamment des parents, mais aussi des professionnels qui ont su nous accompagner autour de ça. Le grand drame au jour d'aujourd'hui reste encore la question des adultes, hein, auxquels nous sommes en devoir en tant que professionnels et en tant que citoyens, de redonner une existence citoyenne. Ils ont droit à un diagnostic, ils ont droit à une prise en charge adaptée. Effectivement, plus la prise en charge adaptée vient loin dans le parcours des patients, plus les choses sont compliquées. Mais il est vraiment temps, et j'engage notamment l'ARS auprès, voilà, qui a quand même des lignes très très spécifiques autour de ça, à se poser rapidement la question du diagnostic des adultes, parce que c'est une véritable catastrophe. Donc moi, en tant que psychiatre hospitalier, psychiatre public pour adultes, j'ai effectivement sur mon territoire de santé essayé de mobiliser des partenaires, de mobiliser les structures médico-sociales qui prennent en charge beaucoup d'adultes autistes non diagnostiqués. Et donc, qui dit absence de diagnostic, dit absence aussi de prise en charge adaptée à leurs difficultés. Et si je peux juste rebondir, parce que s'occupe et qui est des spécialistes de l'autisme chez l'adulte, c'est de rappeler que la psychiatrie aujourd'hui, il y a une psychiatrie aujourd'hui tournée vers le futur dans le champ de l'autisme. Il y a 3 psychiatres sur ce plateau. Oui. La question aujourd'hui, il faut faire attention. Je crois qu'aujourd'hui, un des enjeux aussi, c'est de faire évoluer une psychiatrie qui est effectivement une psychiatrie du passé, celle des structures qui institutionnalisaient, qui fonctionnaient avec des modèles qui sont aujourd'hui dépassés. Mais il y a aujourd'hui une psychiatrie du futur qui s'appuie sur les connaissances scientifiques, sur les connaissances actuelles, qui est aussi engagée dans le développement de ces connaissances, de façon à ce qu'on ne se trompe pas dans l'outil. Je crois que l'autisme, la cause de l'autisme, a besoin aussi de psychiatres engagés dans le champ. Quoique, c'est pas qu'une affaire de propriété de psychiatres des parents, c'est l'affaire de tout le monde, et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi défendre une psychologie scientifique, une psychiatrie scientifique, et des gens qui sont engagés à tous les niveaux. Puis vous avez raison de souligner en effet que la présence autour de cette table du nombre de personnes engagées a né le témoignage, et ce regard tourné vers le futur, c'est mine de rien
Hein, quelque part, un regard plein d'espoir aussi, hein, qu'il faut absolument partager. Quand je dis plein d'espoir, on sent bien, c'est de volonté affichée, hein, de faire avancer les choses. Alors, on va se tourner vers vous. Maintenant, là encore, vous partagez la parole comme vous le souhaitez. Monsieur le directeur, vous êtes bien accompagné. Vous êtes bien accompagné avec une véritable parité, territoriale entre le Béarn et le Pays Basque. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à apporter comme élément de réponse sur ces questions qu'on se pose évidemment naturellement, parce qu'on comprend bien qu'il faut diagnostiquer de plus en plus jeune, on comprend de plus en plus tôt, on comprend bien que si l'autisme est identifié tôt, l'accompagnement spécifique pourrait être mis en place évidemment de la meilleure façon qui soit, avec plus de qualité, mais cela dit, comment le faire, comment le mettre en œuvre, à quel âge, à quel moment et avec quels outils. Alors, concernant les outils, bien sûr, je laisserai la parole à l'épidémiologue et le psychiatre qui présente l'EDAP de Saint-Jean-de-Luz, au CPP, Morel, pédiatre, qui représente l'EDAP de Pau. Moi, j'irai seulement dans le détail de ce qu'a brossé très rapidement dans la place à cause tout à l'heure, concernant la constitution des EDAP. Je veux donner une information, c'est dire où nous en sommes dans la constitution de ces EDAP. D'abord dire que notre association, le PEP 64, notre objectif principal, un de nos objectifs principaux, c'est d'œuvrer à une société inclusive. Oui. Et le pôle ambulatoire, c'est le mot qui est un petit peu fort, le pôle accompagnement ambulatoire, dont je suis responsable, qui est constitué de 3 CPP, de 5 CESAD, n'a pour but justement que de développer cette société inclusive et de favoriser l'inclusion en milieu ordinaire et surtout la scolarisation en milieu ordinaire. Alors, vous avez raison de préciser cet objectif-là. C'est ça. Parce que, en effet, c'est vraiment le fil rouge. C'est le fil rouge, et c'est ce qui a fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes beaucoup enthousiasmés dans la réponse à ce cahier des charges au départ. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans qu'on a constitué ce dossier avec Pierre Morel et les 2 équipes du CPP pour répondre à ce cahier des charges et la constitution des équipes de diagnostic de proximité, donc précoce, de proximité. Voilà. Et donc nous avons d'abord engagé ce que l'ARS nous demandait de faire, c'est-à-dire prendre les motifs de la façon de voir, la formation. Et dans le cadre donc, de la labellisation définitive, puisque nous sommes dans une phase de labellisation, parce qu'on a été pré-labellisé, il y a toute une phase de formation qui est préalable à la constitution des équipes. Alors nous avons développé notre programme de formation assez ambitieux. Alors en partie en collaboration avec la CNA, la porte de Bordeaux, qui a fourni environ une 60aine d'Aquitaine, d'ancienne Aquitaine. Alors Aquitaine, voilà. Qui a fourni environ 60 jours de formation, et au total nos équipes qui sont constituées de 12 personnes, nous avons constitué une équipe de 6 personnes à Saint-Jean-de-Luz, une équipe de 6 personnes à Pau, ont bénéficié de 140 jours de formation dans l'année qui vient de se passer, principalement auprès du CRA Aquitaine et auprès du CERESA de Toulouse. Actuellement, nos équipes sont opérationnelles. Nous avons considéré que, bien que nous n'avons pas eu de financement complémentaire qui nous permettrait de donner du temps pour absorber le nombre de personnes qui pourraient s'adresser à nous si nous sommes affichés comme capables de réaliser des diagnostics conformément aux recommandations de bonne pratique. Nous avons décidé, quand même, c'est une décision associative, de mettre en place des moyens financiers de manière à rendre les équipes opérationnelles. Elles le sont depuis le mois de septembre, et les diagnostics ont donc commencé. Et bien sûr, nous avons acquis tout le matériel nécessaire, relativement important pour commencer. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, Mme Morel, pour expliquer de quelle manière elles agissent pour faire ces diagnostics qui sont des diagnostics pluridisciplinaires. Juste de préciser que les 6 personnes dont je parle dans chaque équipe sont constituées de 2 médecins, un pédiatre, un psychiatre dans chaque équipe, et une orthophoniste, un psychomotricien et un travailleur social.
Alors on va et un psychologue, pardon, ou neuropsychologue. Voilà, on va revenir en effet sur ce côté pluridisciplinaire avec vos témoignages et l'une et l'autre. Qui démarre? Est-ce que c'est le côté Basque ou est-ce que c'est le côté béarnais? Je vous laisse trancher. C'est le Béarn? Allez-y. Merci de nous accueillir. Et je rends hommage aussi aux familles que j'ai connues dans mon travail avant même que nous soyons dans un processus de pré-labellisation EGAP, parce que c'est en leur nom que c'est eux qui nous apprennent aussi, et c'est grâce à eux que nous avons envie de progresser. C'est bien de le prendre dans ce sens-là. C'est très très bien de le prendre dans ce sens-là. Donc plutôt que de vous donner la liste des tests qu'on utilise et des formations qu'on a faites, juste donner un petit point très concret de une étape. D'abord, on essaye d'être une équipe, donc de se construire en tant que tel. On n'est pas une équipe électron libre, on est quand même une équipe au sein d'une institution, chaque fois dans un CMPP, hein, avec l'arrière-plan de la culture d'accueil des personnes, de les reconnaître dans leur individualité, dans leur parcours, dans leurs demandes, dans leurs besoins. Voilà, et donc on est une équipe qui a investi avec énormément de bonne volonté, d'enthousiasme. Je témoigne aussi de la force d'investissement des collègues dans ces formations qui nous bousculent, qui nous demandent du travail en plus. Et donc cette équipe est en train de commencer à mettre en œuvre des premiers bilans complets par rapport aux enfants. Et donc en fait nous le faisons pour des enfants que nous connaissons déjà pour l'instant, parce qu'il faut bien commencer. Et je crois qu'il faut que tout le monde se rende compte qu'un bilan complet, on a évalué en heures de professionnels, pour un enfant peut-être porteur de TSA, ça représente 60 heures de mobilisation professionnelle, alors qu'accueillir un enfant au CMPP, si on fait une moyenne, la quantité d'heures de professionnels mobilisés, c'est entre 5 et 15, donc c'est une dizaine d'heures en moyenne. Donc cet investissement, pour l'instant permis parce que l'association PEP a engagé ses moyens financiers sur ce trimestre, septembre-décembre. Bien entendu, pendant qu'on fait ça, on ne peut pas faire d'autre chose ni accueillir d'autres enfants. Donc ça, c'est un point pour témoigner de cette force et cette bonne volonté. Nous remercions pour notre part, dans l'équipe de Pau, l'antenne du CRA, avec le docteur notamment Priscille Guillaume et son équipe, qui sont venus et qui vont continuer à venir dans quelques réunions, supervision, dans un compagnonnage qui nous est très utile pour affûter nos compétences. Voilà. Et puis ce que nous voyons d'emblée, mais on va poursuivre la discussion là-dessus, c'est que ces étapes ne sont qu'un élément de tout un chemin et qu'il faut des choses avant, des choses après, on en reparlera dans la suite du débat. Mais donc cette étape est une bonne nouvelle, mais ne pas être dans l'illusion qu'on va pouvoir absorber des centaines de diagnostics. Voilà, la réalité de nos moyens, c'est celle-là pour l'instant. Prenez le micro, je vous en prie, docteur Guillaume. Oui, bonjour. Je m'associe aux remerciements et à l'accueil dans cette journée. Et comme notre collègue Madame Trundaï m'a invité quelque part dans son introduction à parler de comment aussi on est arrivé à cette question de la prévention et de l'intérêt, c'est vrai qu'au CNPP de Saint-Jean-de-Luz-Saint-Val, ça fait des longues années que la question de la prévention et de l'accompagnement précoce des familles était pour nous une priorité. Et ces réflexions dans l'équipe nous ont amené à créer ces programmes, qui est un programme de prévention précoce et de soutien à la parentalité, qui s'appelle les 3 PSP, et c'est en essayant d'expliquer notre mission de prévention auprès de l'ARS et en cherchant des soutiens économiques pour ces programmes que l'inspectrice ARS à l'époque nous a dit, mais
dans ce que vous proposez, il y a aussi le dépistage de l'autisme, bien évidemment, c'est le dépistage en général de toutes les difficultés, et de l'autisme aussi. C'est là qu'il nous avait invité à faire un pré-projet, hein, qu'on a fait une espèce de candidature spontanée avant même que l'appel à projet des EDAP existe. Donc on était déjà dans la course quand l'appel à projet a été proposé. Je voudrais rappeler que dans cet appel à projet pour les DAP, il y a 3 niveaux. Hein, le niveau 1 qui est le niveau de dépistage, de repérage, le niveau 2 qui est le niveau de diagnostic simple et le niveau 3 qui est le niveau de diagnostic d'expertise réservé au CFA. Et que nous, aujourd'hui, on est là parce qu'on est des étapes en train d'être labellisées. On a reçu, enfin, on a répondu bien sûr à l'appel, on a été pré-labellisé, comme Nicolas l'a dit, on a fait cette année tout un effort de formation. Les outils, effectivement, on ne va pas s'attarder aujourd'hui, depuis 2005, il y a eu des recommandations officielles où ils donnent déjà des listes des outils qui sont validés, qui sont labellisés, et on s'efforce de se former au plus de ces outils. Et ce que je voulais dire, c'est que dans cet accompagnement précoce qu'on peut faire déjà de notre programme, tout à l'heure on disait il faut former les équipes qui sont près des familles et des enfants très précocement. Les programmes que nous on a proposés, c'est au-delà de la formation des équipes, c'est de participer avec eux dans l'observation des enfants, dans l'accompagnement des familles. C'est déjà une co-construction avec les équipes et avec les familles de repérage et de dépistage. Quant à la situation de notre EDAP, comme a dit ma collègue, Madame Morel, on est dans cette première constitution de l'équipe. L'association a fait les paris de nous donner un budget limité pour qu'on puisse se constituer. Dans notre équipe, il y a des personnes qui viennent du CPP, d'autres qui viennent de l'extérieur, qui sont des libéraux travaillant déjà reconnus dans notre territoire comme des personnes intéressées, impliquées et travaillant déjà avec les enfants de l'espèce d'autisme. Et donc, je pense que c'est un mélange assez heureux qui est en train de nous créer une belle synergie pour commencer à pouvoir recevoir des enfants. C'est vrai que comme à Pau, on a commencé par faire des évaluations des enfants qui sont suivis, qui étaient déjà dans notre fiche active, si je peux dire. Et il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, c'est que dans l'EDAP, une des missions qui nous est commandée dans l'appel à projet, c'est d'établir tout un réseau des professionnels. Parce qu'il y a l'équipe diagnostique, dans l'appel à charge, il y a quand même une notion d'accompagnement de la famille à l'élaboration du PPI et à la mise en place immédiate, c'est marqué. Même si on explique que on comprend bien que parfois on n'a pas autour de nous une réponse complète, hein, mais qu'il faut commencer par quelque chose, et c'est l'exigence de l'appel à charge. Et là, dans ce travail des rencontres avec nos partenaires et d'établissement de réseau, il est apparu quelque chose que je pense que c'est important qu'on puisse transmettre, c'est que d'autres équipes qui ont fait aussi l'effort de se former nous sont soumis à un questionnement, un désir de convention. Ils ont témoigné d'une bonne volonté des partenariats, mais ils nous ont dit, mais est-ce que socialement, il ne va pas y avoir un glissement sémantique et être l'équipe diagnostic autisme de proximité va vouloir dire que seule votre intervention légitimera le diagnostic.
Et ça, c'est une question que je voulais soulever parce que l'effet qu'on soit labellisé ne voudra pas dire qu'on aura l'exclusivité ou le monopole de diagnostic. D'autres équipes ont déjà aussi des compétences. Voilà, donc c'est ça. Alors quelques éléments, mais il y a beaucoup de choses qui finalement ont été dites dans ces témoignages sur lesquels je voudrais en effet, professeur Bova, que vous reveniez. Ce dernier point, on va commencer peut-être par là, sur en effet cette spécialisation dont on voit bien tout l'intérêt et tout ce qu'elle peut apporter, et finalement aussi le revers de la médaille quelque part, ou en tout cas le risque que cette spécialisation puisse conduire à une forme de logique, que ce soit un regard exclusif, là même où l'intérêt c'est que ce soit au contraire quelque chose de le plus diffusé le plus largement possible et qui permet le plus de portes d'entrée possible. Oui, je voudrais juste effectivement sur ce point dire ce qui légitimise, c'est pas un tampon, c'est pas une labellisation, ce qui légitimise c'est une pratique. Ce qui légitimise c'est aujourd'hui d'être capable de mettre aujourd'hui en place des recommandations sur lesquelles on travaille un ensemble de professionnels issus de champs différents qui ont dit voilà, pour faire le diagnostic, voilà les outils d'aujourd'hui. Une pratique, c'est jamais une pratique de toujours, c'est une pratique d'aujourd'hui. Ce qui fait que les étapes vont être labellisées et qu'elles auront une légitimité, c'est pas parce qu'elles ont marqué étapes, c'est parce qu'elles auront été formées aux pratiques. Aujourd'hui, il faut le dire quand même, il y a une extraordinaire inégalité d'accès au diagnostic. Les centres orthoptistes ont été créés sur la base d'un décret qui date de 2000, qui suit le décret de création des CTRA en 1995. Enfin, il faut qu'on se rende compte de la durée, 20 ans déjà. En 2005, on fait des recommandations faites par la Fédération française de psychiatrie qui donne les clés du diagnostic chez l'enfant. 5 ans après 2010, on fait une étude nationale, seuls 20% des personnes avec autisme ont accès aux choses de base. Et alors, on parle même pas de théorie, on n'est pas dans l'état de dire, est-ce qu'il y a eu un entretien diagnostique, est-ce qu'il y a un diagnostic posé? Un diagnostic ça paraît fou, hein, non, mais vous voyez, et les enjeux, les CERA ont été créés, et je suis bien évidemment très honoré d'avoir été à la tête de celui d'Aix-Aquitaine, mais on se rend compte à quel point il y a encore une inégalité. J'imagine que Geneviève Massé, c'est qu'à côté de la Haute-Vienne, il y a la Corrèze et la Creuse, et que quand on regarde, bien sûr, qu'il y a un centre expert à Limoges, quand on va vers la suite et vers Guéret, quand on descend vers Puy-les-Brilles, on a bien évidemment une entité. Et je le dis, parce que nous, comme bien évidemment, le centre ressources Aquitaine, on a travaillé dans la question de la territorialisation quand on va dans le Lot-et-Garonne, quand on va dans la Dordogne, magnifique région, magnifique région, et préhistorique région. Ça va faire plaisir, ça va faire plaisir, enfin bon, allez-y, professeur. Mais préhistorique, quoi. Mais dans le sens où pas évoquer la Dordogne. Lascaux, évidemment, on évoque la culture. Ce que je veux dire, c'est comme le cas, aujourd'hui, il y a un problème d'inégalité d'accès aux soins. La création des EDAP est vraiment, et on l'a fait en collaboration avec l'Agence régionale de santé, le CERA, à accompagner cette programmation des EDAP. C'est un enjeu vraiment extrêmement important, c'est partout. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire à des parents, savoir, et je pense que le professeur Roger va nous en parler tout à l'heure, que intervenir tôt, diagnostiquer tôt, c'est important, et que recevoir un enfant de 3 ans ou de 2 ans et demi avec des éléments suspects d'altération de son fonctionnement, et lui dire on vous reçoit dans 2 ans. Alors, pour rester sur la formation, regardez le micro quelques instants, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant finalement de choses qui vous bousculent, d'engagement, parce que c'est des choses qui vous bousculent, c'était évidemment un travail réel, de remise en cause quelque part, même du regard, de la pratique. En quoi finalement c'est important de vraiment souligner que cette formation, aujourd'hui, c'est la clé de beaucoup de choses, et en quoi elle bouscule autant des professionnels qui sont pourtant déjà d'exercice, et vous disiez tout à l'heure, qui rencontrent, connaissent, ont déjà identifié des enfants autour de soi. Alors, je vais peut-être répondre, mais il faudra que vous répondiez à ça, parce qu'il y a effectivement eu dans l'installation des EDAP des questions des professionnels, de passer d'avoir une pratique qui était une pratique un peu intuitive, une pratique standardisée, structurée. Ça, c'est globalement cette évolution-là, d'utiliser des outils, d'avoir une pratique qui a comme objectif aussi d'avoir une pratique commune. Aujourd'hui, quand on parle du spectre de l'autisme à Bayonne, ce soit le même du spectre de l'autisme à Pau. Mais ça, c'est déjà un point important, le même qu'à Mont-de-Marsan. Ça, c'est un des enjeux qui, je crois, est très important, c'est de pouvoir harmoniser nos pratiques pour
aussi travailler nos programmes d'intervention et réfléchir et partager nos expériences. Donc cet enjeu-là était aussi de faire passer un certain nombre d'équipes à cette culture, d'abord de l'écrit, des outils un peu structurés, de références qui n'étaient pas forcément des références historiques et culturelles que nous avions en France, en tous les cas, et qui est un facteur de retard indubitable dans nos pratiques. C'est de faire évoluer nos pratiques, c'est d'accepter aussi quelque chose qui était aussi un changement culturel important. Je pense que Cécile Lafitte sera d'accord avec moi, c'est un passage d'un partenariat avec les familles, de penser que c'était des partenaires, et plus que des partenaires, des co-auteurs du projet d'intervention. Un co-auteur et pas seulement quelque chose, c'est-à-dire que... C'est pour ça que j'ai bien vu votre phrase tout à l'heure de dire que les familles avaient aussi à vous apprendre. Et que les lieux où on accueillait sur le plan, il y a aussi des plus souvent des lieux fermés, plutôt un peu mystérieux, avec ce cabinet sombre, je crois que c'est des lieux qui doivent être transparents, avec notamment son écrit, le droit, la connaissance, les professionnels, mais aussi les familles et les personnes. Oui, je crois que ce que vous venez de dire sur passer de choses intuitives à une formation structurée, c'est vraiment ce qui caractérise. Hein. Mais bien sûr, au niveau du désir de s'y intéresser, au niveau de l'envie d'accepter ces formations, d'être volontaire pour ces équipes, ça prend sa source dans la rencontre. Hein. Dans la rencontre avec des familles, des enfants en difficulté de développement, des familles en souffrance. C'est ça qui nous motive. Et dans l'ensemble, tout le monde est reconnaissant aux différents formateurs qu'on a eus. Cependant, un petit bémol qui vient temporiser l'enthousiasme, c'est quand même le sentiment un peu permanent d'impuissance et d'énormité de la tâche. Hein, d'une part, la question des files d'attente, effectivement, nous on va absorber quelques enfants, on va faire quelques bilans avec une incertitude sur 1er janvier 2017, qu'est-ce qui se passe, comment on est financé, voilà. Mais on sait bien quels sont les délais dans les antennes du CRA, voilà. Et ensuite, quand bien même on mène au bout un bilan, on a quelques recommandations pour les projets personnalisés de l'enfant, la difficulté de trouver des ressources dans le réseau. Hein. Et donc à la fois, il y a cet enthousiasme et cette envie d'aider les familles, mais à la fois la réalité qui ne doit pas nous rendre, nous décourager, nous rendre pessimistes, mais la réalité, elle est tout de même que l'offre de soins pour l'après, elle est compliquée. Hein, et pourtant, les cultures dans l'ensemble commencent à changer, puisque par exemple, je sais très bien que les collègues de PMI, ça fait déjà 10 ans qu'elles connaissent les outils de dépistage, qu'elles sont déjà dans cette idée. Donc, l'évolution que représentent les étapes ne peut être qu'un point parmi tout un cursus et va nécessiter la collaboration avec la MDPH aussi, avec l'école, avec les différentes instances. Peut-être venir. Vous avez un micro juste devant vous, Dr Pinero, si vous le souhaitez, allez-y. Oui, le Dr Morel met sur les tapis un sujet important qui est comment organiser ces programmes d'intervention pour chaque enfant, ces programmes personnalisés. On peut, à la lumière des résultats de l'évaluation fonctionnelle, du diagnostic, imaginer ce que seraient les programmes d'intervention idéal, mais c'est parfois difficile de trouver les établissements ou les professionnels disponibles, en tout cas à proximité. Et là-dessus, il y a aussi une autre question qui est dans les recommandations de bonne pratique, qui est la coordination, qui c'est qui va coordonner, qui va accompagner ces familles tout au long de leur vie. Je pense que là, l'ARS a pensé un peu ses rôles du coordonnateur, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonction à ces coordonnateurs, qui peut l'exercer, comment financer, comment rembourser ces travaux. Est-ce que des neuropédiatres, des psychiatres en ville peuvent faire ces rôles?
En tout cas, je pense qu'on est conscient que dans les étapes, on sera dépassé, j'imagine, cette notion de coordination pour tous les enfants diagnosticologues, sera vraiment très difficile à maintenir. Je pense que là, il y a un chantier à réfléchir, à développer. On pourra y revenir, je pense, tout à l'heure, hein, au cours de la journée. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette logique du diagnostic, avant d'accueillir, d'ailleurs, dans quelques instants, le professeur Bernadette Roger, qui va nous parler évidemment de l'intervention précoce et de ce que ça représente aujourd'hui, avec des exemples et des cas concrets, hein, évidemment. Juste revenir sur cette importance, encore une fois, du partage d'expérience. On le voit bien, hein, au sein déjà d'un même territoire, mais même au-delà. Le partage d'expérience pour arriver à construire, si je suis bien, hein, votre raisonnement en effet, une forme structurée, hein, quelque part, hein, de regard, de diagnostic. C'est vraiment si difficile que ça à mettre en place, professeur. Il faut le langage de la communication, il faut que les professionnels ne soient pas autistes eux-mêmes avec un auto-langage. Parce que ça arrive, le langage est un vecteur de communication, et ça arrive parce que, effectivement, on a des classifications qui sont centrées sur soi. On ne peut pas dialoguer avec nos collègues canadiennes, qu'on accueille avec grand plaisir et québécoises. On ne peut pas dialoguer avec nos collègues de Manche, d'Outre-Rhin. Mais pourquoi on dit on ne peut pas? On peut pas parce qu'on n'a pas le même langage, parce qu'on n'a pas les mêmes mots, parce qu'on n'a pas les mêmes définitions, parce qu'on ne repère pas. Et qu'un des enjeux aujourd'hui. On a mis le langage, etc. On ne repère pas, c'est-à-dire qu'on est si loin. Mais la notion de partage d'expérience, c'est part sur la notion d'un langage commun. Et je crois que l'idée des EDAP et l'idée de l'outil, c'est développer un langage commun qui n'enlève pas la rencontre singulière. Il ne faut pas penser que l'utiliser un outil, ça enlève une rencontre singulière avec la famille, avec la personne. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Le partage d'expérience, c'est aussi un rappel d'humilité qu'on doit avoir. On a énormément de questions pour les champs de l'autisme. On a très peu de certitudes, même si nos connaissances avancent. On est aujourd'hui encore dans une préhistoire de la science, au sens. Et je crois qu'il faut garder cette humilité, pas s'asseoir sur nos lauriers dans la connaissance, et se dire que les expériences des uns et des autres apportent à cette espèce de connaissance générale, et des professionnels, et des familles. Hein, je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent, les meilleurs professionnels, c'est les parents, parce qu'ils ont 20 ou 30 ans d'études sur l'autisme avec leurs enfants. Donc c'est aussi ce partage d'expérience qui est un enjeu important. Et puis dans les enjeux diagnostiques, je sais que Cécile aura envie d'intervenir. Je crois qu'il ne faudra pas qu'on oublie, dans cette journée l'action d'adulte, on a parlé du retard au diagnostic et des enjeux qui se développent aujourd'hui dans les cycles précoces et les EDA. C'est sûr que le titre est beau, mais commençons par diagnostiquer les adultes et commençons par les sortir de champs aujourd'hui. C'est pas la psychiatrie que je vais attaquer, mais de champs qui sont strictement inadaptés et de contexte à eux, et ça c'est vraiment un enjeu important qui est d'ailleurs aussi un enjeu économique, parce que beaucoup de moyens sont gâchés alors qu'ils pourraient donner à la formation et aux équipes adaptées. Voilà, parce que il est bien sûr primordial de poser au plus vite le diagnostic d'autisme et d'intervenir au plus vite, ça on l'entend bien, puis on va continuer à le dire hein, et à le démontrer là. Bien entendu, il ne s'agit pas d'encore une fois créer hein, de frontières ou un mur, c'était tout le sens de vos propos hein, tout à l'heure, vos propos introductifs.